échanger et du succès de ces mardis d'Open Data qui nous confortent dans le choix que nous avons fait de les organiser. Le nombre de jeux de données qui sont aujourd'hui à la disposition du public de par leur ouverture est considérable compte tenu du temps faible écoulé depuis l'ouverture de cette opération. Cela montre bien que nous sommes en train de répondre à un véritable besoin qui est analysé comme un besoin naissant pour beaucoup de gens, mais déjà comme un service normal pour une partie des habitantes de nos territoires. Et nous espérons bien pouvoir continuer et voir de plus en plus de participants à ces mardis d'Open Data qui, de toute façon, n'existent pas que parce que vous êtes là. Hein. Ce n'est pas le département qui lui-même peut les faire vivre tout seul, évidemment. Ça ne peut être que quelque chose qui est partagé et dont chacun est aussi important que tout autre à la vie. Voilà ce que je voulais simplement vous dire à l'ouverture de cette troisième édition des mardis. Voilà. Merci beaucoup, M. Bouldoir. Ça donne une vraie portée à cet événement qui est appuyé tant par les agents publics du territoire qui donnent une vraie vie à cette politique Open Data, mais aussi par leurs élus qui donnent une vraie portée à cette politique publique territoriale. Voilà, donc comme je vous le présentais en introduction, donc nous avons la chance d'avoir M. Bouldoir aujourd'hui, également Mme Nathalie Vernon-Prost, et je serai l'animateur de cette édition. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je me charge de l'animation territoriale autour de l'Open Data pour vos communes et intercommunalités. Donc, on va commencer comme ça. Je me permets, lors de cette édition, de faire une petite piqûre de rappel, puisque ça fait quelque temps que nous ne sommes pas vus, et peut-être qu'il y a de nouveaux territoires qui nous ont rejoints. Donc, je me permets de vous présenter ce qu'est l'Open Data. Pour ceux qui savent déjà, ça fera une petite piqûre de rappel. Et pourquoi faut-il l'appliquer dans les collectivités? Alors, pour vous présenter la chose, moi, ce que j'aime bien avec l'Open Data, c'est que c'est deux mots, finalement, Open et Data. Et c'est un concept qui peut être facilement compréhensible, assimilé en disséquant ces deux mots. Le premier, Open, voulant dire que les contenus sont disponibles pour tous, c'est-à-dire que dès que vous consultez un portail Open Data, tous les contenus doivent être accessibles pour tous les usagers qui viennent le consulter. Il n'y a pas de question d'identification ou d'authentification sur le portail. Tous les contenus du portail sont accessibles. Le deuxième concept, c'est le mot de data, de données. Le fait que ça soit un élément brut, c'est la base même de tout raisonnement, en fait, la donnée, et que c'est finalement, à la distinction d'une information, c'est un élément qui est non interprété, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une donnée, les usagers peuvent les interpréter, monter des statistiques, des cartographies avec. Donc, la donnée, c'est vraiment un élément brut. Pour vous illustrer ce qu'il y a derrière l'open data, il y a plusieurs conditions pour qu'on puisse véritablement appeler ça de l'open data. Et la première des conditions, ou plutôt les premières des conditions, c'est que ces éléments doivent être complets et pertinents. On s'entend bien que si vous mettez des fichiers en open data sur le site internet et ça n'est pas la dernière version des fichiers que vous possédez, exemple, si vous mettez les fichiers de 1997 et que vous en avez des plus récents, c'est un peu triché. Également, si ces fichiers sont tronqués et que vous en avez des plus complets, c'est un peu triché également. Donc, il faut mettre la version la plus récente et la plus complète que vous possédez. Il faut que les données elles soient ce qu'on appelle exportables. C'est-à-dire que sur les portails Open Data, il faut que les usagers ils puissent consulter la donnée, ça paraît être une condition essentielle, mais également, il faut qu'ils puissent la télécharger pour l'utiliser sur leurs propres ordinateurs. Et on a des usagers sur les territoires qui sont très à l'aise sur la manipulation, le traitement des données. Donc ça, c'est une vraie opportunité aussi pour notre territoire. On a aussi la condition qu'on appelle de licence ouverte. Donc ça, c'est la condition juridique derrière l'open data. Ça fait un peu opposition à tout ce qu'on peut voir derrière le côté propriété intellectuelle, Creative Commons. La licence ouverte, en fait, ça définit qu'à partir du moment où un usager, donc un usager qui peut être soit une personne physique ou une entreprise, une association, à partir du moment où un usager veut réutiliser la donnée, exemple, dans une application, dans un blog, il a uniquement à spécifier que la donnée a été produite par vous, par telle ou telle commune, à la dernière date de mise à jour. À partir du moment où il a précisé ces deux informations, il peut faire l'usage qu'il souhaite de cette donnée. Et ça, c'est très important pour que les usagers se sentent à l'aise, que ce soit assez flexible, la condition derrière l'open data.
Et enfin, il faut que la donnée, elle soit ce qu'on appelle lisible par une machine. Ça renvoie à ce que j'appelais derrière le côté élément brut. C'est-à-dire que par exemple, si une donnée, il y a trop de fioritures autour, exemple, si c'est dans un document PDF et qu'il y a trop d'éléments autour des chiffres qui sont essentiels pour créer ce qu'on appelle par exemple des variables, c'est-à-dire que sur des délibérations, on peut identifier facilement que c'est de l'urbanisme, c'est de la voirie, c'est de la fonction publique, et bien ça va empêcher la lisibilité de la machine. Donc, il faut vraiment que la machine puisse lire les données pour faire ce que je mentionnais tout à l'heure, faire des statistiques, des cartographies. Alors, cette condition de lisibilité par la machine, on peut la trouver dans différents formats. On a par exemple le format de Microsoft qui s'appelle Microsoft Excel, mais on peut le retrouver dans d'autres formats, CSV, JSON, Shape. Tout ça, c'est des formats intéressants pour créer de l'open data. Et ce qu'on peut faire avec de l'open data, je vous ai mis quelques exemples. On a par exemple pour les compétences des communes, tout ce qui va être cartographie des écoles primaires. On va aussi avoir des données environnementales. Ce n'est quelques exemples et on en trouvera bien d'autres. Hein. Tout ce qui est station météo, gestion des déchets, compostage. Et on a également tout ce qui va être données de finances. Donc on peut parler des subventions, des marchés publics, des budgets. Hein. On vient récemment d'ailleurs de mettre les budgets principaux et annexes du conseil départemental sur le portail Hérodata. Plus largement, je mettais données de finances comme un exemple, mais on pourrait globaliser ça à tout ce qui est données administratives. Et je parlais à l'instant des délibérations, ça rentre bien évidemment dedans. Je continue cette petite présentation introductive pour vous parler de cette obligation juridique autour de l'open data qui est très importante pour comprendre pourquoi on parle finalement beaucoup de l'open data en ce moment. Donc cette obligation juridique, elle s'appelle la loi République numérique. Elle a été votée au Parlement en 2016 et appliquée dans les collectivités depuis 2018. Cette loi, elle s'appelle aussi loi Le Maire. Elle définit que depuis 2018, les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et 50 agents, elles ont l'obligation légale de mettre en œuvre une politique open data sur leur territoire. Alors, c'est peut-être un peu flou. Qu'est-ce que ça pourrait dire, mettre en œuvre une politique open data sur les territoires? Eh bien, ça consacre en fait un nouveau concept qui s'appelle le concept de l'ouverture par défaut. Avant, dans les administrations, on faisait ce qu'on appelle l'ouverture par exception, c'est-à-dire les données qu'on pensait intéressantes, on les diffusait parce que l'administration voulait bien. Aujourd'hui, on applique le concept d'ouverture par défaut qui est on ouvre tout, tout étant toutes les données qui sont enregistrées dans l'administration, c'est-à-dire toutes les données ayant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, au sens de cette loi République numérique. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, dans mon administration, j'ai potentiellement des données à problème. Et la loi y répond à ces données à problème, puisque sont exclues de cette loi République numérique ce qu'on appelle les données dites sensibles, les données du règlement général à la protection des données, dont on entend souvent parler, le RGPD, c'est-à-dire tout ce qui va être données personnelles, donc toutes les données qui comporteront finalement un nom, les données relevant du secret commercial et industriel aussi, et les données de sécurité intérieure. Donc, mis à part ce dernier type de données qui, j'en suis bien conscient, est un gros stock de données dans les collectivités territoriales, mis à part ça, nous avons à ouvrir toutes les autres données, du moins pour toutes les collectivités au-dessus de 3500 habitants et 50 agents. Alors pour illustrer aussi cette démarche open data, pas seulement dans le cadre national fixé par la loi, au sein du conseil départemental de l'Hérault, donc nous avons une ambition forte, puisque cet open data, il est ancré dans une stratégie qui s'appelle la stratégie de développement des usages et services numériques, qui est portée par les élus du conseil départemental. Et en quelques mots, cette stratégie, elle a pour ambition de réduire la fracture numérique du territoire et de pousser vers le maximum, le plus d'inclusion et d'accessibilité numérique du territoire. Et l'open data en fait partie. D'un mot, juste pour ne pas faire trop long là-dessus, le conseil départemental aussi travaille actuellement sur ce qu'on appelle un service public départemental de la donnée. Donc c'est un plan qui va avoir pour but de travailler avec les acteurs privés du territoire et différents acteurs publics également, pour créer des données qui pourraient être intéressantes pour les usagers et le faire dans des interfaces qui parleront au mieux pour les usagers. Nous travaillons d'ores et déjà dessus sur les thématiques de la mobilité et des itinéraires de randonnée. Donc, on vous tiendra bien évidemment au courant des évolutions de ces projets. Et Nathalie, qui est présente aujourd'hui, va vous montrer des aboutissements aussi de ce qu'on peut faire en termes de service public territorial de la donnée. Je continue pour vous présenter Hérodata, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc Hérodata, il a été déployé depuis le 6 mai 2020. Donc, nous arrivons bientôt aux 2 ans de ce portail. Et ce portail, il vous permet
non seulement de trouver, mais il permet de diffuser des données des services du conseil départemental et des entités rattachées. À ce titre, on peut par exemple retrouver des données d'Aérotourisme, Aérosport, Aéroculture. Je le précise également, on peut trouver aussi des données de délégataires de services publics, parce qu'à partir du moment où un délégataire de service public assure une mission de service public pour une institution, il est dans l'obligation de transmettre les données à l'institution pour que la dite institution les diffuse. Ça peut être votre cas aussi si vous avez un délégataire de service public qui assure une mission pour votre compte. Nous retrouvons également sur Eurodata des données des entités nationales ou régionales. On peut par exemple citer les données de l'INSEE de la population, les données des résultats électoraux du ministère de l'Intérieur, les données de transport de la région. C'est des données qui sont très populaires auprès des usagers et, nous le savons, qui sont aussi très utilisées par les agents publics et par les élus du territoire. Nous, on fera un petit tour du portail pour vous montrer non seulement les évolutions, mais les données qui sont aussi très populaires. Et enfin, et c'est là où cet événement prend tout son sens, c'est que sur Eurodata, vous pouvez également diffuser vos données, donc les données des EPCI et communes du territoire, ce qui représente plusieurs intérêts, dont celui, pour ceux qui dépassent le seuil des 3500 habitants, de pouvoir respecter l'obligation légale. Mais il y a d'autres intérêts qui sont nombreux, j'en ai listé quelques-uns ici, mais d'autres pourraient en voir plusieurs encore autres. Les enjeux pour les territoires, il y en a plusieurs. Il y en a un sur la transparence de l'information et de la communication, c'est-à-dire que bien évidemment, dans une démarche open data, on va dans le sens de la transparence, on s'y attend, et ça permet finalement aux usagers de se rapprocher de leur institution, aux citoyens de se rapprocher de leurs élus, et de permettre d'avoir moins de défiance envers les institutions, particulièrement dans le climat que nous connaissons. Les institutions sont ainsi plus transparentes sur leur politique publique, sur les sujets qu'elles mènent, sur leurs délibérations, leur budget, leurs subventions, et ça permet aux usagers d'avoir une meilleure confiance dans les institutions. Par ailleurs, en tant qu'institution, vous pouvez maximiser une communication directement au profit de vos usagers, puisque grâce au portail Open Data, au pluriel, mais grâce à Eurodata aussi, vous pouvez créer des jeux de données qui seront directement consultés par vos usagers, puisqu'ils seront créés sous forme de cartographie, de statistiques, donc des visualisations qui seront très ergonomiques pour vos usagers. J'indique ici qu'il y a des enjeux vis-à-vis de la souveraineté de la donnée qui sont très importants. C'est vrai, effectivement, il ne faut pas que les institutions publiques se laissent passer le droit de diffuser des données par des entités privées. C'est-à-dire que les entités privées ne doivent pas diffuser la donnée à la place des institutions publiques. Et les institutions assurent des services publics sur le territoire. Ce n'est pas pour que les opérateurs économiques privés prennent leur place. Donc il faut se saisir du droit de diffusion de la donnée en tant qu'institution. C'est impératif. Il faut également se rendre compte, c'est un aspect très positif de l'open data, que l'open data, c'est aussi des nouvelles ressources pour l'attractivité du territoire. À ce titre, j'aime bien prendre un exemple que j'avais sans doute pris d'ailleurs dans différentes éditions, mais en tant qu'usager, moi, j'ai plaisir à visiter le département de l'Hérault et à trouver des monuments historiques grâce à l'open data sur le territoire, à plus facilement trouver l'endroit où je pourrais jeter les différents déchets quand je prends un logement sur les territoires, un hôtel sur le territoire. Donc, mon usage du territoire, l'attractivité du territoire est vraiment décuplée grâce à ça. Il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup. Imaginons, je deviens demain restaurateur sur le territoire et je souhaiterais savoir s'il y a des entreprises à l'endroit où je vais m'implanter pour que les salariés des 10 entreprises puissent déjeuner dans mon commerce. Et bien ça, je peux le savoir grâce à l'open data, puisque grâce à l'open data, vous pouvez connaître les entreprises géolocalisées sur le territoire. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles l'open data, c'est très intéressant sur le territoire. Pas plus tard qu'hier, nous étions présents à un sommet qui s'appelait Sportnum, organisé par Aérosport, dans lequel nous avons parlé aussi des enjeux d'attractivité de la donnée du sport, par exemple pour tout ce qui est itinéraire de randonnée, sentier VTT. C'est une dimension très importante à prendre en compte de l'open data. En plus de ça, vous avez tout ce qui est intérêt de l'amélioration de la circulation de la donnée en interne. Beaucoup d'agents sont très contents de voir que grâce à l'open data, ils sont moins amenés à transmettre de la donnée directement aux usagers qui en font la demande et le mettre sur le portail open data. Et les usagers qui souhaitent le consulter vont voir directement le portail. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, ils peuvent eux-mêmes, pour leur propre intérêt dans le cadre de leur mission, consulter des données sur l'environnement, l'éducation, les solidarités, sur tout un tas de thématiques qui peuvent les intéresser et qui font qu'ils auront la donnée la plus à jour et la plus pertinente.
plus de ça, ça rejoint un petit peu le dernier enjeu, c'est une aide à la décision assez précieuse pour les élus. À ce titre, nous avons un observatoire de la population qui est composé de données INSEE, donc un observatoire de la population héroltaise, mais aussi communal et intercommunal. Et nous savons que grâce à cet observatoire, beaucoup d'élus s'en servent pour avoir une connaissance plus fine de leur population sur leur territoire. Donc ça, c'est des enjeux qui sont assez essentiels autour de l'open data. Ce que je vous propose, c'est aussi de vous montrer les territoires qui ont d'ores et déjà signé la convention de partenariat avec le département. Pour rappel, donc, nous vous proposons, en tant que conseil départemental, de diffuser gratuitement vos données sur le portail Hérodata. Et pour ce faire, c'est juste une convention à signer entre nos deux parties pour que voilà, le cadre juridique soit clair. Aujourd'hui, nous avons 33 communes et 6 EPCI qui ont signé la convention de partenariat avec le département. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque nous avons autant de collectivités qui sont en dessous du seuil des 3500 habitants, pour rappel de la loi République numérique, qu'au-dessus de ce seuil. Ce qui montre que ces collectivités en dessous de ce seuil ont bien compris aussi les intérêts, les avantages, les bénéfices que peuvent représenter l'open data, bien au-delà de la contrainte qui pourrait exister. J'ajoute à cela que les collectivités de plus de 3500 habitants, nous en avons 20, et ça représente un tiers de toutes les collectivités de plus de 3500 habitants du territoire. Donc, un tiers des collectivités de plus de 3500 habitants du territoire sont signataires, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Donc, nous arrivons à petits pas à faire une politique open data qui sera de plus en plus, qui concernera de plus en plus de territoires dans l'Hérault, et c'est une très bonne nouvelle. Je vous présente quelques nouveautés sur le portail Hérodata depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, puisque nous avons ajouté quelques fonctionnalités, ce qui vous permettra à ceux qui ne l'ont pas encore vu de découvrir le portail et à ceux qui le connaissent déjà de découvrir ces nouveautés. Et je commence par cet exemple très intéressant de la mise en ligne d'une page qui s'appelle les applications. Nous sommes bien au courant que sur le portail Open Data, nous commençons à avoir beaucoup de données, ce qui est une très bonne chose, puisque ça montre que beaucoup de territoires se sont saisis de cette opportunité et que beaucoup d'usagers consultent aussi les données. Mais nous avons créé une page qui s'appelle les applications, qui vous permettent de retrouver les cas d'usage les plus intéressants en fait, sur le territoire. Nous avons par exemple des cas d'usage sur l'éligibilité à la fibre. C'est un cas d'usage assez vitrine pour notre département, puisque c'est une cartographie qui vous permet de savoir si votre logement est éligible à la fibre ou non. Si, où est situé votre collège, qu'est-ce qu'on mange à la cantine, les espaces, sites et itinéraires de pratiques sportives, l'aménagement cyclable, les maisons au service de solidarité, sites PMI. Bref, vous avez tout un tas de cas d'usage qui sont très, très intéressants. Et je vais en profiter pour vous en montrer un. Donc, certains le connaissent déjà, mais je vous en reparle. C'est celui de l'éligibilité à la fibre. C'est une cartographie, comme je le disais, qui vous permet de savoir si votre logement est accessible à la fibre. Sur cette cartographie, qui est uniquement générée à partir du portail Open Data, vous avez plusieurs zones. La première, la zone grise, c'est ce qu'on appelle la zone des opérateurs privés, Orange et SFR, qui vont se trouver sur les grosses agglomérations du territoire. Et la zone bleue, verte claire et vert foncé, c'est la zone d'initiative publique opérée par le conseil départemental de l'Hérault via son délégataire de services publics. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez zoomer sur la carte et voir qu'un certain nombre de points vont apparaître. Par exemple, sur la commune de Murviel-les-Béziers, ces points apparaissant vont vous dire si votre immeuble est éligible à la fibre. Vous avez tous les immeubles présents sur la commune. Si vous cliquez sur un immeuble, vous allez voir que ce logement est éligible, qu'il est raccordable. Vous avez votre adresse ici, l'identifiant immeuble si c'est nécessaire. Vous pouvez cliquer pour consulter la liste des opérateurs commerciaux sur le territoire et la dernière date de mise à jour de la donnée. Ça, c'est un cas d'usage assez unique en France. On n'est pas beaucoup en France comme territoire à avoir utilisé l'open data pour générer des cartographies qui permettent de renseigner les usagers en temps réel sur leur éligibilité à la fibre, parce que cette carte est actualisée tous les mois. Et c'est une cartographie qui est très appréciée et très fréquentée des usagers. J'ajoute, puisque nous sommes entre territoires, que vous pouvez par ailleurs sélectionner la partie du territoire qui vous intéresse. Je ne sais pas si par exemple la commune de Murviel et Montpellier est présente aujourd'hui, et prendre le petit lien qui est en dessous, qui est ici, et l'ajouter directement à votre site internet. Si vous pensez que les usagers qui consultent votre site internet sont aussi intéressés pour savoir l'éligibilité de leur logement. Voilà. Donc ça fait partie d'un des nombreux cas d'usage qui nous est permis de générer grâce au portail Open Data.
Je vais continuer directement avec d'autres cas d'usage en repassant par la slide, qui sont la modernisation des observatoires de la population et du Covid. Alors, je commence par le premier, qui, je sais, intéresse beaucoup de territoires ici. L'Observatoire de la population, je le représente. C'est un observatoire composé de données INSEE que nous récupérons et que nous découpons à différentes mailles territoriales. Nous avons par exemple des données sur la population, donc le nombre total d'habitants sur le département, la variation annuelle de la population par tranche d'âge, naissance et décès, catégorie socio-professionnelle. Il y en a beaucoup, je me permets de ne pas trop tarder là-dessus, scolarité et niveau de diplôme, la population active, lieu de travail et moyens de transport, l'emploi au lieu de travail, l'emploi par voilà, catégorie socio-professionnelle, l'emploi salarié, les logements, ici, et les revenus des foyers fiscaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette donnée, vous pouvez la recouper par commune. Donc, on peut taper par exemple la commune de Clapiers, ici. Vous sélectionnez la commune de Clapiers et vous allez directement avoir toutes les informations qui vont être recoupées à la maille de la dite commune. Ce qui peut être très intéressant en tant qu'élu, en tant qu'agent public, pour bien connaître sa population. Je le précise, et c'est là qu'est la nouveauté également, vous pouvez prendre le lien qui sera généré ici et le mettre directement soit sur votre site internet, soit le garder en favori, comme vous le souhaitez, mais désormais cet observatoire s'adapte, le lien de cet observatoire s'adapte à la recherche que vous avez faite. Je continue puisque ça peut en intéresser certains aussi. Vous avez sur cet observatoire également un observatoire des entreprises, des établissements actifs présents sur le territoire. Donc vous avez la catégorie des établissements actifs, on est toujours sur la commune de Clapiers, et vous pouvez voir par exemple des exploitations agricoles présentes sur le territoire, avec une petite carte qui va se générer, et vous voyez les points ici qui correspondent à chaque exploitation présente du territoire. Donc là, vous avez une exploitation avec le nom de l'exploitation, l'adresse, la date de création, le type de culture. Si vous descendez en dessous, vous allez voir les principales activités agricoles du territoire. Vous avez la même chose pour les industries, la construction, le commerce et les services. Ça, cet observatoire des entreprises est intéressant également. Vous pouvez avoir la même répartition par EPCI et canton, si ça vous intéresse, pour la maille territoriale qui vous plaît au mieux. Ça, c'est pour la mise à jour de l'observatoire de la population. Je précise, les données sont bientôt mises à jour, seront bientôt mises à jour. Nous allons prochainement, très prochainement, mettre à jour les données du dernier recensement. Donc là, c'est les données de l'année dernière, si je schématise. Nous allons mettre à jour les données de cette année très prochaine. En plus de ça, nous avons mis à jour l'observatoire Covid. Cet observatoire Covid, pareil, c'est des données qui peuvent être très intéressantes pour les usagers, mais également pour les territoires. C'est des données Santé publique France qui sont recoupées à la maille Héroltaise, là pour le coup. Donc vous voyez le nombre de cas positifs, de tests effectués, le nombre d'hospitalisations. Je précise, ces observatoires que je vous montre sont intéressants pour le fond, de connaître le fond de la donnée et leur évolution, mais aussi sur les fonctionnalités techniques dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres jeux de données sur différentes thématiques et créer par exemple des statistiques sur l'antériorité de ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, nous avons l'antériorité du nombre de contaminations au Covid sur le territoire. Et donc cet observatoire a été un petit peu réorganisé. Vous avez tout un tas d'indicateurs, le taux d'occupation zéro, le taux d'incidence. Et nous avons une cartographie aussi des lieux de vaccination sur le territoire que vous pouvez consulter. Je précise, ça peut également vous intéresser. Si vous cherchez un lieu de vaccination sur le territoire, vous pouvez cliquer sur l'infobulle, cliquer sur le petit lien qui apparaît, et à partir de ce moment-là, il vous redirigera directement vers Doctolib pour trouver un créneau de vaccination. Très pratique pour les usagers. Je redescends juste en dessous pour vous montrer que nous avons également un observatoire des chiffres de la vaccination et que nous avons ajouté la 3e dose du Covid avec sa répartition par vaccin et par classe d'âge. Enfin, dernière nouveauté sur ce portail, nous avons ajouté les données budget du conseil départemental, comme je le disais en introduction. Et donc, cet ajout des données budget peut être intéressant d'une part puisqu'il peut servir de modèle pour vos données, mais également puisqu'il permet, via ce qu'on va appeler une moulinette, à partir des flux XML, souvent c'est géré dans votre direction du budget, de transformer ces flux qui existent dans vos collectivités en données présentables en open data qu'on appelle des données CSV. N'hésitez pas, si vous avez les directions des finances qui gèrent ce sujet et qui transmettent des flux XML ou flux totem à votre préfecture, à nous les transmettre et on pourra
grâce au portail Open Data, générer une donnée toute prête qui sera propre en CSV. Je continue sur les nouveautés, juste pour vous montrer en synthèse, et bien évidemment, on vous partagera cette présentation, toutes les nouvelles données qui ont été publiées sur le portail. Nous en avons un certain nombre, je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà, vous en avez des intéressantes. Vous avez les bornes de recharge de véhicules électriques, le budget, les budgets principaux et annexes du conseil départemental, les équipements d'accueil du jeune enfant. Nous avons également, il y a une deuxième slide, les EHPAD, la base adresse nationale, qui est le répertoire de toutes les adresses présentes sur le territoire, la liste publique des organismes de formation, les équipements sportifs également, qui sont publiés par 2 ministères. Voilà, je me permets de ne pas trop m'attarder, parce que nous avons une présentation après, j'aimerais bien faire un petit atelier avec vous. Mais en tout cas, je vous transmettrai ces nouvelles données. C'était simplement pour vous informer qu'elles ont été mises en ligne sur le portail. En plus de ça, bien sûr, je vous partage les données qui ont été publiées par nos territoires, si ça peut être une source d'inspiration également pour d'autres territoires qui ne se seraient pas encore lancés dans l'open data. D'ailleurs, bravo à ces collectivités qui ont publié leurs données. Nous avons la communauté de communes des Monts de la Cône et de la Montagne du Languedoc qui ont publié les points d'apport volontaire, ce qui est essentiel comme données des EPCI, et je les remercie d'avoir publié cette donnée. J'espère à terme que nous pourrons avoir une carte uniforme de tous les EPCI sur les points d'apport volontaire, parce que c'est une donnée qui est fréquemment demandée par les usagers. Il y a la commune également de Marseillan qui a publié tout un tas de données sur les délibérations, la liste des élus des communes, les résultats des élections présidentielles. Pareil, c'est une donnée qui participe à la transparence de l'administration, donc c'est une très bonne chose. Qui a également publié le stationnement, tout comme la commune de Cazouls-les-Béziers, avec les équipements de loisirs et les établissements petite enfance et scolaire. Si je ne dis pas de bêtises, par ailleurs, ces 3 dernières données sont générées sous format cartographique, ce qui permet aussi de mieux les faire connaître des usagers. Donc bravo pour cette publication, et n'hésitez pas à vous en inspirer, et puis nous pourrons programmer des réunions si jamais cela vous intéresse de publier ces données pour votre commune sur le portail Eronal. J'en viens à notre moment d'échange, un moment d'échange que nous pouvons avoir, privilégié. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, l'objectif ici, c'est de faire un petit retour sur votre politique open data, d'être peut-être une source d'inspiration pour les communes qui, pour l'instant, n'osent pas se lancer, de faire un retour d'expérience si vous avez déjà commencé à diffuser, ou au contraire, si vous n'arrivez pas à diffuser aujourd'hui, de nous faire partager vos points bloquants, quels pourraient être vos leviers d'opportunité. Par exemple, qu'on vienne faire une présentation à vos élus, à vos directeurs sur l'open data, ça peut être une possibilité. N'hésitez pas, nous sommes à l'écoute et on est prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a une collectivité qui aimerait bien se lancer? Je ne vois pas, je ne sais pas si... J'ai cru voir Marseillan, Méditerranée, Montpellier qui s'étaient connectés. Excusez-moi, je suis le maire de Combayo. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, j'ai suivi une bonne partie de ce que vous avez dit. Là, je ne suis pas arrivé tout à fait au début. Nous avons bien sûr contractualisé avec le conseil départemental. À ce jour-là, on n'a encore, je crois, rien chargé. Donc, j'ai déjà vu que sur le portail, il y avait des données qui ont été extraites de données publiques, telles celles dont vous avez parlé, des données INSEE ou autres populations, enfin des choses comme ça. Mais si par exemple, donc, je n'ai pas suivi peut-être tout depuis le début, si on veut mettre un certain nombre de données purement personnelles à la mairie de Combayo, vous avez cité les délibérations, vous avez cité un tas de choses autour du budget, cela veut dire qu'il faut qu'on les formate d'une façon très particulière, ou est-ce qu'on peut se contenter de les mettre dans un format standard, lisible, type PDF ou autre? Non, effectivement, très bonne question sur l'open data. Ça ne peut pas exister de publier des données en PDF, puisque ça empêche la machine de pouvoir lire la donnée et de pouvoir faire des statistiques, par exemple, sur vos données, ce qui gâche un petit peu le principe de l'open data. Néanmoins, on essaye de vous mettre à disposition des outils qui vous permettraient de convertir, par exemple, vos données budget, ce qui a été fait pour le département, directement dans des formats qui seraient lisibles en open data, donc sous format tableur.
Il en va de même, par exemple, pour les délibérations, les subventions. Ça a été une présentation lors du dernier mardi d'Open Data du chef de projet qui s'appelle Thierry Martin, qui travaille au département de la Haute-Garonne, et qui présente un outil sur lequel vous pouvez saisir vos délibérations, vos subventions, et les retrouver directement en open data par derrière. Donc effectivement, l'open data, c'est quelque chose d'assez normé sur des formats qui voilà, conviennent pour la lisibilité des machines, et hélas, aujourd'hui, le PDF ne convient pas en ce sens. Mais si ça peut vous rassurer, évidemment, le conseil départemental se porte en tant qu'accompagnement technique sur ce sujet. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez qu'on discute précisément sur une donnée particulière et comment la mettre en open data, on se porte à la disposition pour prendre un rendez-vous avec vous. Alors, globalement, donc j'ai bien compris qu'il y avait des outils de conversion, puisque j'en ai vu 5 ou 6 qui existaient. Mais concrètement, on va dire une délibération standard d'une page, pour la convertir à un format lisible dans Open Data, ça représente combien de temps pour une secrétaire? De temps, ça peut aller très vite, quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Sur un logiciel comme D-Line, comme il a été présenté voilà, par notre collègue de la Haute-Garonne, ça peut aller très vite, puisque c'est la saisie en fait, directement dans un formulaire de toutes les informations qui seront converties proprement, en plus, parce que c'est une aide à la saisie dans un tableur Excel. D'accord. Merci pour votre question. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? La question précédente était extrêmement intéressante dans la mesure où, posée par la commune, elle doit être partagée par le plus grand nombre de communes que nous avons aujourd'hui dans cet échange. Et je pense également qu'il y a 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a toutes les délibérations et autres documents que vous avez dans vos communes par la production antérieure à aujourd'hui, qui sont sous un format difficile à convertir peut-être. Mais ce qu'il faut penser, c'est peut-être à produire de la donnée future dans des formats qui seront immédiatement mis sur le portail de l'Open Data. Aujourd'hui, ce travail de conversion peut paraître une difficulté, mais effectivement, il l'est pour le passé. Mais sans aucun doute qu'en organisant les choses un peu différemment sur un plan technique, on doit pouvoir rapidement envoyer de la donnée sur le portail sans procédure de conversion si on choisit le bon format dès le départ. Bien sûr, bien sûr. C'est essentiel de s'inscrire dans une bonne procédure de standardisation de la donnée, et étant donné voilà, qu'on se porte accompagnant sur la question, effectivement, ça va vous permettre de publier vos données dans un format qui correspondra à un format commun à tous les territoires, même en dehors de l'Hérault, pour qu'à la fin, on puisse avoir un format uniforme que tous les usagers pourront lire facilement. C'est un des enjeux qui est le vôtre. Michael Guénard qui demande si on peut envoyer le lien dans le logiciel qui verra la conversion des liens. Oui, bien sûr, absolument. On va vous envoyer le lien vers D-Line, qui nous est prêté par le département des Hautes-Garonne. Est-ce que justement la commune de Marseillan souhaiterait dire un petit mot? Je sais que vous êtes plusieurs à participer à l'événement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On va dans un bureau. Je suis avec Ayat Benoît et moi-même, donc Michael Guélard, on est très motivés par rapport au data, et on essaye d'être bon élève. Juste pour un témoignage très rapide, donc on a dernièrement participé à un événement avec Sciences Po de Saint-Germain-en-Laye, qui nous a demandé donc de faire partie de son Data Challenge, ce qui nous a permis donc de pouvoir mettre toutes les données que vous avez citées, les délibérations, les résultats des élections et j'en passe, et surtout de travailler avec un système très normé. Alors moi, je suis un néophyte, Ayat aussi, qui m'aide dans cette démarche aussi. Ce qui n'est pas très compliqué, hein. Ce qu'il faut surtout, je dirais, c'est de la rigueur. Quand vous savez remplir un tableur Excel, vous savez, on va dire, faire une donnée propre et pouvoir après la télécharger. Monsieur Kahn, vous nous avez accompagné avec des matrices très simples.
donc ce qui nous permet donc de déposer sur sur Hérodata et d'être relayé par DataGouv. En plus, on travaille avec l'aglo qui a donc cette agglomération Méditerranée qui a un SIG et qui aussi sont prêts à partage déjà pas mal de données. Moi, la difficulté, si je peux me permettre, c'est d'essayer de convaincre, alors que ce soit les services et les élus sur l'utilité de partager ces données. Et ce que vous expliquiez, c'est-à-dire cette inversion de la façon de fonctionner, c'est-à-dire de donner la donnée et non pas d'attendre qu'on veuille bien nous la demander pour qu'on la donne, qu'on la restitue, c'est très difficile, je m'excuse de l'expression, à vendre parce que malheureusement, les personnes ne comprennent pas la finalité. Et donc, c'est cette finalité que j'essaye de trouver. Bon, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est un travail, je pense, de longue haleine parce on change les habitudes, on change la façon de voir l'intérêt de mettre et de proposer des données. Donc voilà, c'est très intéressant, surtout que je pense que vous allez en parler, mais toutes les données sont après remontent au niveau de État Gouv Data ou Data Gouv, je ne sais jamais. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un travail, on va dire, de longue haleine et surtout, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on pose et qu'on oublie. C'est-à-dire que nous, on est en train de rentrer nos données de délibération depuis 2017 et là, en 2022, on essaye de mettre un système où à chaque fois qu'on aura un conseil municipal, entre guillemets automatiquement, du moins il faut quand même à chaque fois des mains pour qu'on puisse rentrer les délibérations et qu'elles soient disponibles en toute transparence pour le public, pour les usagers. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'il est inspirant pour beaucoup de territoires et qu'il permettra de voir que finalement, avec l'accompagnement et avec voilà, la rigueur que vous avez, effectivement, à la commune de Marseillan, on peut faire des données qui sont parlantes pour les usagers. Vous avez tout à fait raison, à mon avis, de souligner le besoin pour les élus et les agents publics d'avoir une donnée qui parle au niveau des usages, même si voilà, la publication des données, c'est essentiel de le faire sans se poser la question et juste d'ouvrir toutes les données dès le départ. C'est vrai que la donnée est plus facilement ouverte quand on sait les usages qu'il peut y avoir derrière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons créé une des pages, la page application sur Hérodata, c'était pour que les usagers puissent directement consulter la page avec des données qui leur parleront le plus. Là, à mon avis, où ça va être très parlant également, ça va être dans la présentation de Nathalie, juste ensuite, qui va nous parler des usages qu'elle peut avoir grâce à son portail Open Data. Et on en a bien conscience au fond que dans beaucoup de communes, beaucoup d'élus et d'agents demandent mais quel usage peut avoir ma donnée. Donc l'idée aussi de ces événements, les mardis de l'Open Data, c'est vous présenter différents usages que peuvent avoir des données qui sont inscrits dans le système d'information des collectivités pour que vous montrer que finalement, même si on n'y pensait pas, il y a différents usages qui sont possibles. Et qu'au fond, voilà, pour les collectivités de notre taille, même si on doit se poser la question des usages, étant donné qu'il faut tout ouvrir, les usages sont un plus, mais il faut aller vers la finalité de l'ouverture totale des deux. Merci en tout cas pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur ce moment d'échange? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah, très bien. Oui, Pascal Cataldi, je suis chargée de communication à la mairie de Cronon-Terral. Et donc, peut-être ma question a déjà été évoquée, je suis arrivée en cours de route. Mais alors, nous, la commune, nous sommes en lien avec l'Open Data de la métropole de Montpellier. Je voulais savoir s'il fallait vous donner à vous aussi les mêmes données ou si vous les récupériez de la métropole de Montpellier. Alors non, effectivement, on est en lien, je crois d'ailleurs qu'il est là avec Jérémy Valentin, chef de projet Open Data de la métropole. Donc on est en lien avec la métropole de Montpellier pour récupérer les données, pour pas que vous ayez deux points d'entrée et que ça puisse devenir fastidieux. Donc on récupère les données effectivement pour les mettre sur le portail Hérodata. Il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire de ce côté-là. D'accord, c'est très bien, merci. Est-ce que Jérémy d'ailleurs, je ne sais pas s'il souhaite dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Oui, du coup, pour les communes de notre territoire,
On est en lien fort avec la démarche du département pour que la visibilité de vos données soit maximisée par différents types d'acteurs, quelle que soit leur échelle. Et sinon, pour tous les autres, alors nous, on a un statut un peu particulier puisqu'on est des anciens de l'open data, en quelque sorte. On a commencé il y a maintenant 10 ans. Il est vrai que la question des usages est importante, mais nous, alors nous, on a peut-être un problème de risque, puisque comme on est une collectivité avec plus de données, certains types de données qui naturellement sont utilisés par plein d'acteurs, on sait qu'on aura des usages, mais on se pose aussi plutôt comme vraiment un service public. La loi nous oblige à diffuser ces données, on ne se pose pas de la question de la finalité. Moi, combien de fois on m'a dit, ah mais ma donnée, elle n'est pas de bonne qualité, ah mais elle n'est pas complète, elle va servir à personne. Et en fait, nous, on s'interdit de se poser cette question et on rend un service public. On la met à disposition, elle servira peut-être une fois à un étudiant, elle servira peut-être une fois à une association, elle servira peut-être jamais. Mais dans tous les cas, avec le retour qu'on a depuis 10 ans, même les données les plus improbables qui pourraient paraître les plus anodines, au final, on a eu des gens qui les ont utilisées à un moment donné, donc qui ont pu accéder à cette information, qui ont pu faire une étude, faire un dossier scolaire, faire un comparatif avec une autre commune dans le monde, et ça leur a permis de travailler, en quelque sorte de gagner du temps. Donc voilà, mon conseil serait de ne pas se freiner, même si pour certains, vous avez des petites communes avec sûrement des données de moins importantes, entre guillemets. Ça peut toujours intéresser quelqu'un, et aujourd'hui, c'est le service public qu'on doit rendre. On doit permettre aux gens d'inscrire leurs enfants dans des écoles, mais on doit aussi permettre à nos habitants d'accéder à les informations de leur territoire sous un certain format. Donc moi, on l'axe maintenant de plus en plus sur modernisation de l'action publique et service public rendu à travers cette donnée accessible. Cette donnée accessible de plus en plus facilement, elle a aussi une fonction de référence. Il arrive à tout le monde d'échanger avec d'autres, et il n'est pas rare que lorsqu'on se pose une question sur un sujet particulier, l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous se branche immédiatement sur le net pour avoir quelques informations susceptibles d'alimenter le débat de façon à peu près certaine, avec des données vérifiées. Et on va sur Wikipédia et autres chercher des informations comme ça par réflexe, on le voit, et on le voit de plus en plus. Il faut penser que la donnée qui est sur l'open data peut encore mieux que celle qu'on trouve globalement sur le net servir de référence, dans la mesure où c'est de la donnée publique qui a été vérifiée et qui est mise là justement par les gens qui l'ont produite, c'est-à-dire qu'elle peut servir de base saine à un débat qui peut d'autant plus gagner en qualité qu'il traite des informations certaines et vérifiées. Donc aujourd'hui, cet usage-là est encore un peu limité parce que le nombre de jeux de données n'est pas suffisant pour que le réflexe soit déclenché. Mais dans la mesure où les jeux de données vont se multiplier, la donnée en open data va permettre cela. Et je pense également que dans nos collectivités, dans nos villes notamment, et souvent même avec le milieu associatif, qui participent de façon parfois difficilement perceptible, mais pourtant très réelle à la vie démocratique de nos villes, il y a tout intérêt à les inciter à venir chercher de l'information là. Ce sont des gens qui s'interrogent souvent sur ce que font leurs élus. Qu'est-ce qui se passe dans le conseil municipal? Qu'est-ce qui se passe au moment où on vote le budget? Comment c'est un budget municipal? Qui ne viennent pas assister aux séances publiques, qui ne suivent pas de longues heures de débat sur l'Internet lorsqu'on les diffuse, mais qui peuvent, une fois qu'ils y ont goûté, parce qu'ils sont venus chercher quelque chose de très particulier, par curiosité très saine et très citoyenne, multiplier leurs accès à la donnée. Donc je pense que même si aujourd'hui
on a du mal à se rendre compte de l'intérêt que cette donnée peut avoir. C'est un intérêt réel et la donnée va générer elle-même son propre intérêt dès qu'elle va être découverte. Le problème, c'est que les gens ne viendront pas chercher quelque chose dont ils ne savent pas que ça existe. Mais bientôt, lorsqu'ils chercheront quelque chose et qu'ils ne sauront pas où le trouver, alors ils iront sur l'open data en se disant « Ah ben là, c'est sûr que je vais l'avoir ». Et si on veut accélérer le mouvement, il nous faut multiplier le nombre de données. C'est un outil qui va nous rapprocher de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et c'est un outil qui va rendre le débat démocratique plus exigeant. Je comprends que pour des élus, ça peut être vécu comme difficile dans la mesure où les citoyennes et les citoyens vont venir débattre directement avec eux en ayant forcément des informations extrêmement précises sur ceux dont ils veulent parler. Donc c'est toute cette mécanique qui est en jeu. Et moi, je pense qu'il nous faut le mettre en parallèle avec la désaffection dont nous nous plaignons souvent en tant qu'élus ou en tant qu'administration communale, la désaffection des citoyennes et des citoyens pour le vote, pour le débat, vous voyez, ce sont des courbes qui vont se croiser. Et pendant que l'une descend, et que quand on fait des réunions publiques, on a de plus en plus, évidemment, avec la période de Covid, n'en parlons pas, mais on a de plus en plus de mal à avoir du monde dans nos réunions publiques, eh bien, il faut que l'autre courbe de la disponibilité aille crescendo, aille en montant, pour qu'à un moment donné, ces courbes se croisent et que la vertu de la mise à disposition nous permette de maintenir un débat démocratique de qualité dans ce pays. Voilà. Bon, alors, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être quelque peu militant sur les usages, mais il faut aussi se sortir de l'esprit que l'usage, il est unique, que quelqu'un vient chercher quelque chose, simplement cette chose-là. Une fois que quelqu'un est venu, c'est quelqu'un qui reviendra. Et si quand il vient, on le voit dans nos pratiques sur Internet, on clique toujours à côté. Et on voit ce qui se passe juste à côté. Naviguer, c'est un terme magnifique, et naviguer sur l'Internet, mais naviguer dans l'open data, ça va permettre à beaucoup de faire de très très belles découvertes. Ça se voit aussi très concrètement dans Eurodata. Beaucoup d'usagers viennent consulter une donnée avec une idée en tête, ils viennent consulter la donnée sur l'éligibilité à la fibre, et finalement ils se disent tiens, mais j'aimerais bien savoir aussi les chiffres du Covid, les chiffres de la population, où est le collège, qu'est-ce que va manger mon enfant à la cantine. Grâce au portail Open Data et aux données qu'on met à disponibilité, les usagers commencent à avoir des idées de choses qu'ils pourraient consulter, que, effectivement, comme le disait M. Mouldoir, ils n'ont pas idée avant de venir consulter le portail Open Data. Donc c'est essentiel aussi de mettre la donnée à disposition pour créer, j'allais presque dire pour créer le besoin, mais pour créer l'usage aussi vis-à-vis de la donnée. C'est très important aussi, et je te remercie, Jérémy, pour ce témoignage, de se dire, voilà, finalement, pas besoin de se poser la question de l'utilité de la donnée, ouvrons et il y aura une utilité. Ça, c'est très important. Merci à tous pour ces témoignages. Je vois que l'heure tourne et que Nathalie doit nous faire une super présentation de son portail. Je vais peut-être te laisser prendre la main sur le partage d'écran. Donc voilà, Nathalie Vernepros, qui est administratrice générale des données à la métropole de Lyon, qui va nous faire une présentation de sa politique open data dans le cadre de sa métropole. Nathalie qui mène également une animation auprès des communes de son territoire et qui a un portail directement qui fait les usages des données mises à disposition par la métropole qui s'appelle Tout2Go. Je te laisse présenter tout ça. Eh bien, merci de votre accueil au Conseil départemental de l'Hérault. Merci pour cette invitation, Victor. Je suis ravie d'être là. Je voulais vous proposer en quelques mots la manière dont on appréhende la donnée à la métropole de Lyon. Il y a certains termes qui sont déjà venus dans le discours, voilà, les discours que j'ai entendus depuis le début de cette rencontre. La notion de service public qui pour nous est essentielle. Depuis environ une dizaine d'années, on développe ce service public, alors territorial, pour vous départemental, mais Jérémy Valentin a parlé d'un service public au sens général de la donnée.
C'est un élément essentiel parce que on a une obligation légale, oui, mais on a aussi à rendre des comptes et donc plus globalement à être dans un processus de démocratie ouverte. Donc le terme de service public, il est essentiel, il permet en plus d'embarquer un grand nombre d'acteurs et c'est vraiment cette volonté-là qu'on a tenté de traduire dans ce que je vais vous présenter, notamment une feuille de route de la donnée qui est en œuvre à la métropole de Lyon depuis une dizaine d'années environ. Un tour d'horizon assez rapide sur la place de la donnée au sein de la métropole de Lyon. Vous dire déjà que mon poste d'administratrice générale des données, il se situe dans une équipe qui est une équipe dédiée à la donnée métropolitaine au sein de la direction d'innovation numérique et des systèmes d'information. Il y a environ une quinzaine de personnes dans cette équipe et puis je vous expliquerai le rapport qu'on a à un grand réseau de référents données au sein de notre territoire. Donc environ 500 jeux de données ouverts à l'heure actuelle, une dizaine de jeux de données en temps réel, les transports publics en temps réel, les parkings, la disponibilité des parkings en temps réel, le trafic routier, etc. Donc, de nombreuses interactions. On a un système comme vous d'API, c'est-à-dire de connexion directe entre les données et les applications qui sont alimentées par l'open data. On a un écosystème assez riche d'une trentaine de partenaires publics et aussi du secteur privé. Et ça, je préciserai pourquoi d'emblée, on a tenté d'associer à notre démarche d'open data et d'accès à la donnée plus globalement des acteurs privés. Et on a, puisqu'on est dans ce mardi d'open data, un zoom sur le fait qu'on a une trentaine de jeux de données qui sont vraiment dédiés aux communes qu'on accompagne comme vous le faites, et notamment des plans guides, des orthophotos, voilà, donc des données qui peuvent être exploitées par les communes directement. Un point sur la plateforme, parce que c'était aussi l'objet de cette rencontre. On a une plateforme territoriale, comme vous et comme un grand nombre de collectivités en France. C'est une richesse. C'est sans doute pour ça qu'on a atteint le sommet voilà, on va dire d'une étude que fait chaque année la Commission européenne sur l'ensemble des démarches open data en Europe. Et la France a atteint voilà, la première position. Et moi, je suis convaincue qu'au-delà de l'État, c'est toute la dynamique sur les territoires qui font qu'on a été reconnu pour la qualité et la dynamique d'ouverture des données en France. J'espère qu'on va maintenir cette première place dans les temps qui viennent. Donc, cette plateforme territoriale, elle a une dizaine d'années. Elle en est à sa 3e version. Il y a 2 ans, on l'a vraiment complètement réinventée. Notamment, et ça fait écho à ce que je viens d'entendre de la part de M. Boudoir, le fait qu'on a vraiment entamé un processus d'éditorialisation de la donnée. C'est-à-dire qu'on a voulu que quand un citoyen vienne chercher de la donnée sur la plateforme, on lui propose une actualité qui lui permette d'en découvrir d'autres et potentiellement de les croiser avec les données qu'il souhaitait découvrir sur la plateforme. Donc, on a un vrai travail justement pour accompagner le citoyen dans la découverte des données. Ça nous a semblé essentiel et c'est souvent voilà, une préoccupation qu'on a tous. Donc, un enjeu majeur qui était de doter le territoire de la métropole de Lyon d'un socle de valorisation de la donnée qui permettent un accès aux données en open data, c'est une évidence. Donc, à peu près 99% des données ouvertes le sont sous une licence open data. Et puis, on a aussi la possibilité sur cette plateforme de partager de la donnée entre acteurs autorisés et de façon sécurisée pour permettre notamment d'alimenter des expérimentations ou de tester des jeux de données qui ne sont pas encore totalement finalisés, pas totalement au format open data que Victor a évoqué. Donc, ça nous permet une souplesse. On a également des données qui sont sensibles et qui ne sont pas ouvrables. Elles sont rares, on l'a bien dit, le champ des possibles est immense en matière d'open data, mais certaines données ne doivent pas être ouvertes. Et donc, elles peuvent transiter sur cette plateforme. Et puis enfin, on a, c'est ce que je viens d'exprimer, le fait d'avoir le souci de la compréhension de la donnée avec une description très fine de la donnée dans un onglet dédié à chacune des données présentes sur la plateforme.
Le souhait d'exploiter la donnée facilement avec différents formats qui sont proposés pour chacune des données et d'emblée un format CSV qui est généré automatiquement, on l'a évoqué, ce format CSV qui est un format de tableur et qui est bien utile à la plupart des exploitants de données, des utilisateurs. Et puis enfin, cette plateforme, elle est en open source, c'est vraiment une volonté initiale de démarche. On a pour nous un triptyque important, hein, Open Data, Open Source, Open Innovation, c'est ce qui guide notre démarche Open Data et on a développé cette plateforme parce que, comme Jérémy a pu l'évoquer, on a les moyens de le faire. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance et c'est aussi, on y reviendra, une chance qu'on partage puisqu'on a souhaité évidemment ouvrir cette plateforme à l'ensemble des communes du territoire métropolitain et puis aussi à un certain nombre de partenaires, acteurs du secteur privé ou public, qui va exploiter cette donnée. Et puis surtout, ce que l'on espère, et on a eu un financement de l'Agence nationale de cohésion des territoires dernièrement pour cela, on va développer la diffusabilité de notre code pour que d'autres collectivités puissent s'emparer des briques de notre plateforme et puissent potentiellement recréer une plateforme sur leur territoire. Pour nous, ça a beaucoup de sens et c'est une vraie volonté politique. On l'a dit, le service public de la donnée, c'est avant tout une volonté politique. Si on a des élus qui portent la démarche, évidemment, qu'elle se met en œuvre sur les territoires, c'est vraiment une décision politique. Et avec notre première vice-présidente de la métropole de Lyon, c'est une chance, hein, on a défini 3 grands axes stratégiques en matière de données. On a toujours eu une élue, puisque c'est le cas, qui a porté l'open data. Et c'est vrai que dans ce mandat-là, c'est la première vice-présidente, donc ça donne un poids important et c'est vraiment essentiel pour tous ceux qui portent l'open data. Vous l'avez évoqué pour Marseillan, pour un élu, c'est pas forcément très simple, comme pour les agents, d'aller dire ouvrez vos données. On a d'ailleurs une fiche méthodologique qu'on met à disposition de nos communes pour avoir une liste d'argumentaires en matière de données. Donc c'est important de donner des clés pour pouvoir développer cet accès à la donnée. Et donc 3 axes qui ont été jugés comme essentiels pour la politique du service public de la donnée. Donc le premier axe, c'est diffuser une culture de la donnée. Donc on est très attentif à développer une formation interne, mais aussi une sensibilisation auprès des communes et bien entendu des citoyens. On pourrait y revenir au travers d'ateliers qu'on met en place, d'événements. On a également un film que je donnerai le lien à Victor pour qu'il puisse partager, un film qui a déjà quelques années, mais qui est assez, qui vulgarise bien la question de l'open data. Donc, diffuser la culture de la donnée pour un vrai souhait de développer l'émancipation numérique. On a une approche de la donnée très, je dirais, holistique. On parle aussi bien de la donnée publique que de la donnée du secteur privé, que de la donnée personnelle. On pourrait y revenir peut-être dans le cadre d'une autre présentation. Donc, on a vraiment une approche globale de la donnée à la métropole de Lyon. Deuxième point, développer la transparence de l'action publique, c'est presque une évidence, mais c'est important de le redire. Vous l'avez redit, M. Boulevard, mais c'est vraiment essentiel. C'est une question de démocratie. Et on a ajouté à ce point la visibilité des compétences, parce que quand on ouvre des données, c'est aussi une manière de révéler toute l'expertise, tout le savoir-faire de nos services publics et de nos agents du service public. Donc ça, c'est important de se dire que ouvrir de données, ça veut dire qu'on maîtrise ces données, qu'on est en capacité de les gérer et de les partager. Et donc, ça devient une donnée de référence, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis enfin, favoriser la circulation, l'utilisation et la valorisation des données. Eh bien, je vous présenterai plus en détail les usages qu'on a identifiés de ces données et ceux qu'on essaye de promouvoir, notamment pour nos projets sur le territoire et pour les aménagements, par exemple, du territoire et les expérimentations que l'on fait. Alors, le service public de la donnée, c'est important de se le redire aussi, ça ne se fait pas sans moyens. Alors, vous l'avez un peu évoqué pour Marseillan et pour d'autres, et moi je l'entends aussi d'acteurs qui travaillent avec nous. Je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance d'être
élue il y a quelques années dans une toute petite commune, 800 habitants, et j'ai fait de l'open data. Donc j'ai la chance de pouvoir exercer un métier dans une grande collectivité. Ma principale mission, c'est développer l'open data, l'accès à la donnée, mais avec des moyens vraiment importants. Et puis de l'autre, j'ai pu connaître le zéro moyen dédié à l'open data, et je l'ai fait moi-même en publiant directement sur DataGouv, hein, donc c'est un exercice pas simple. Donc je sais que les moyens sont essentiels. Et les moyens, je dis d'abord que c'est des talents. Bah, autour de la table aujourd'hui, dans vos collectivités, vous le savez, on a besoin de personnes qui sont en capacité de comprendre la donnée. Donc nous, on a une équipe, on a de la chance, on a un data scientist, on a des ingénieurs données. Mais aussi, on fait appel à un réseau d'experts internes. Donc les experts de la donnée sont souvent en général les experts métiers. Une secrétaire de mairie sait parfaitement ce que c'est un budget. Un expert de la mobilité saura quels sont les standards pour ouvrir une donnée sur le domaine de la mobilité, trottinette, transport en commun, etc. Et puis, on a un réseau d'interlocuteurs locaux, nationaux. Open Data France, c'est une association qui nous permet d'échanger. C'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés et je pense que c'est important pour pouvoir capitaliser sur ce que l'on fait. Le monde académique, les chercheurs, les enseignants et étudiants, ça a été évoqué, ce sont vraiment des utilisateurs essentiels de la donnée et qui nous permettent, en plus de l'ouvrir et de la rendre utilisable dans les meilleures conditions, on écoute beaucoup les chercheurs pour améliorer les données que l'on ouvre. Et puis, évidemment, c'est essentiel, des citoyens avertis. Donc, on a un échange continu avec des utilisateurs de nos données, voire des producteurs de données, et pour pouvoir les entendre et mieux ouvrir éventuellement compléter certains jeux de données. Une infrastructure, j'y reviens pas, donc une plateforme qui continue son développement. Un accompagnement des producteurs comme des réutilisateurs. On est très attentif à accompagner aussi bien les producteurs, donc nos services internes, que des partenaires. Toutes sortes de partenaires, on va les accompagner pour mettre leurs données dans des standards nationaux, européens, on va les accompagner pour que les données qui sont brutes, quand elles sont publiées, elles soient compréhensibles et appréhendables par les utilisateurs. Et puis, on a des questions récurrentes d'utilisateurs, souvent des développeurs, des start-upers, des citoyens, qui ne savent pas comment utiliser la donnée. On va les conseiller et on tente toujours de trouver le bon équilibre pour ne pas être dans l'ingérence, pour ne pas aller au-delà des capacités à accompagner. On essaye toujours de trouver le bon équilibre pour conseiller, être présent et puis donner les clés pour pouvoir rendre autonome, que ce soit les producteurs ou les réutilisateurs. On est très attentif à une gouvernance territoriale de la donnée qui soit ouverte. Donc, on travaille à améliorer ce service public de la donnée aussi bien avec nos partenaires publics, privés, on discute avec les services de l'État, on discute avec nos partenaires privés pour voir comment on peut faire évoluer cet accès à la donnée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est très attentif au retour des réutilisateurs dans un cadre que je décrirai un peu plus précisément par la suite, avec des laboratoires d'innovation internes qui s'appellent ERAS et externes, donc territoriaux, qui s'appellent TUBA. Et ces deux laboratoires nous permettent de rencontrer les utilisateurs, travailler avec eux et puis d'innover autour de la donnée. Donc voilà un peu l'écosystème. On y retrouve évidemment les communes, les partenaires et puis tous les réutilisateurs potentiels. Pour nous, c'est essentiel de les entendre en continu et je dirais que ça fait grande partie de mon activité. Et puis le fait d'être ici aujourd'hui au Conseil départemental de l'Hérault, c'est important d'entendre ce que d'autres collectivités font et d'échanger pour qu'on ne refasse pas sur nos territoires des choses qui sont déjà très abouties par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très important et cet échange, on y tient beaucoup. Un zoom sur maintenant la politique de la donnée parce qu'on a fondé cette politique de la donnée, je dirais presque à partir d'un cas d'usage. Il y a un petit peu moins de 10 ans, cette politique de la donnée, elle émergeait. On commençait à parler du service public de la donnée, à voir quels moyens on pouvait mettre en œuvre. Et à cette période-là, la métropole de Lyon a souhaité développer un calculateur d'itinéraire, un outil pour mieux se déplacer sur le territoire, services et applications. Et là,
à l'époque, à cette période, on n'avait pas forcément des outils proposés par des plateformes mondiales, on n'avait pas forcément d'outils très, très efficaces pour bien se déplacer sur le territoire. Donc la métropole s'est lancée dans ce projet, financé en partie par l'ADEME au départ, puis par la suite par l'Europe. Et ce projet, il a fondé la politique de la donnée tout simplement parce qu'il a mis en œuvre 3 axes qui nous paraissent essentiels pour développer l'accès à la donnée. Tout d'abord, la question du partenariat, on l'a évoqué, hein, la question de la gouvernance, comment on associe un grand nombre d'acteurs, publics, privés, pour créer une intelligence collective. Là, on avait besoin, nous, d'experts dans le développement de calculateurs d'itinéraires, des structures qui émergeaient, ou qui avaient besoin aussi de bien connaître les territoires pour expérimenter. Donc, ceux qui se sont associés à nous ont pu expérimenter de façon, enfin, on pourrait dire dans un cadre réel, dans la vraie vie, des outils qui étaient en train d'être développés, émergés. Donc, on s'est donné le droit à l'erreur. Donc, ça, c'est un des principes qui fondent aussi cet accès à la donnée, hein, tester, innover, se tromper, recommencer collectivement. On a associé le monde de la recherche, ce monde de la recherche avait besoin d'accéder à un certain nombre de données de modulité pour tester des modèles, pour faire des travaux de recherche tout simplement. Donc, il y a un collectif qui s'est agrégé et chacun a trouvé matière à faire monter en compétence ses équipes. Et c'est vraiment ce qui, pour nous, est essentiel dans l'accès à la donnée. Donner accès à la donnée, c'est permettre de monter collectivement en compétence sur ce qui va devenir un usage de cette donnée. Deuxième grand pan, c'est la question de l'innovation, je l'ai déjà évoqué. Même si je rejoins Jérémy, l'ouverture de la donnée doit être agnostique et on doit tout faire tout ce que l'on entend, ce que l'on souhaite faire de la donnée. On a quand même, nous, fait l'expérience du fait que l'usage qui est identifié, ça permet bien plus facilement de partager la donnée. Et donc, pour nous, le projet est un levier d'accès à la donnée. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir des données sans avoir évidemment un usage cible, mais pour nous, ça reste quand même... voilà, on est très attachés, on travaille en continu avec les chefs de projet numériques ou non numériques, avec des projets globalement, pour aller chercher la donnée qui vont alimenter les usages identifiés. Dans ce cas-là, ça nous a permis évidemment, avec un accès global à cette donnée, de pouvoir développer ce fameux calculateur qui s'est par la suite dénommé OnlyMove, qui existe toujours, qui va être complètement refondu cette année. Et vous pouvez donc, sur ce site, préparer votre trajet et savoir notamment quel transport en commun et quel usage, quel mode doux vous pouvez utiliser, puisqu'il est là aussi pour promouvoir l'usage évidemment des modes doux, piétons, vélo, transport en commun, etc. Et puis enfin, ce cadre de confiance, on l'a un peu évoqué, c'est venu aussi dans l'échange depuis le début de ce mardi de l'Open Data. Le cadre de confiance, on a bien, on va dire, réalisé et on a souhaité que la métropole devienne un tiers de confiance pour les acteurs de la donnée, pour les utilisateurs comme pour les producteurs. Et ce cadre de confiance, il se traduit par une convention que l'on signe avec tous les producteurs qui partagent de la donnée sur la métropole, avec des engagements de la métropole comme avec des engagements du producteur, qui doit publier sa donnée avec un niveau de qualité assez exigeant, des standards, etc. Donc, la métropole les accompagne, mais aussi s'engage auprès d'eux comme eux s'engagent auprès de nous. Et puis, on a également, toujours dans le cadre de ce projet propre à la mobilité, ouvert un grand nombre de jeux de données, mais aussi partager des données sous une licence spécifique que l'on a développée, qui s'appelle la licence de réutilisation des données d'intérêt général, qui depuis l'année passée est devenue, enfin en tout cas a servi de base à la création de la licence mobilité, qui en synthèse est une licence qui est appliquée à
même pas une dizaine de jeux de données sur la plateforme data, mais qui nous permet de demander, même d'exiger du réutilisateur une utilisation qui soit conforme aux politiques publiques et à l'intérêt général. Donc c'est une licence particulière, j'y reviens pas plus, mais en tout cas, ce socle a permis vraiment une réassurance de tous ces acteurs de la politique de la mobilité et donc de fonder la politique de la donnée. Je pourrais répondre à vos questions par la suite. Comme Victor me l'a demandé, un point maintenant sur les usages qu'on a identifiés. On a fait en sorte que la plateforme data.grandlyon.com devienne vraiment un socle d'alimentation des services numériques qui sont présents sur le territoire, de nos projets, mais aussi de l'action publique, bien évidemment. De plus en plus, je pense que c'est un phénomène assez global. Comme nos collectivités montent en compétences sur la donnée, vous avez sur votre droite le terme action publique. De plus en plus, les données que l'on ouvre, on les réutilise nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en tant que collectivité, comme les citoyens, on va aller chercher des signaux faibles dans nos données, on va faire de la data science, on va consommer les données que l'on ouvre. Donc c'est important et on le voit, je pense que c'est vraiment un phénomène assez général et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on monte globalement en compétence sur ces sujets-là. Et puis, on a un travail sur l'open innovation. On monte assez régulièrement des challenges. Toujours Marseillan qui évoquait ces challenges avec je crois, Data Activist qui produit ces challenges-là. Nous, assez régulièrement, on travaille sur la prospective autour de la donnée. On rassemble des acteurs, notamment de la recherche, et on les fait travailler ensemble pour imaginer des services ou améliorer des services existants. Je ne rentre pas plus en détail, on n'a pas forcément le temps, mais on le fait régulièrement et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Des projets, alors on a la chance d'être présent sur des projets notamment européens qui traitent de la standardisation des objets, des données issues des objets connectés, de la donnée énergétique. Et tout ça, ça nous a vraiment permis de monter en compétences sur l'utilisabilité, l'ouvrabilité des données et puis aussi la création de valeur économique à partir de la donnée. On travaille sur un projet actuellement qui s'appelle DEAS dans le cadre d'Interreg. C'est un projet européen qui va identifier comment on peut créer la valeur à partir de la valeur économique, à partir de la donnée ouverte. Et puis ce que vous voyez en haut, c'est quelques exemples des services qui sont directement alimentés par la plateforme data et je vais venir un peu plus en détail. Vous dire que, je l'ai évoqué longuement, la question d'Omnimove, le fait qu'on ait ouvert un grand nombre de jeux de données, ça a fait émerger des alternatives sur le territoire et l'alternative par essence, c'est le principe de la démocratie, avoir le choix. Et sur notre territoire, on a la chance d'avoir plusieurs outils qui nous permettent de bien nous déplacer. On a Omnimove, celui, on va dire, qui est porté par la puissance publique, mais on a aussi des applications comme Transit, par exemple, qui est une application canadienne, GeoVélo, vous avez peut-être sur votre territoire aussi. Donc, l'ouverture des données a généré tout un panel d'outils que les utilisateurs et les habitants sur le territoire, nos visiteurs, nos citoyens, peuvent utiliser. Donc ça, c'est essentiel. Et là, on voit vraiment le bénéfice de l'ouverture de la donnée. Avec parmi elles certaines données qui sont sous cette licence spécifique et les utilisateurs, ces sociétés ont accepté de la signer et de respecter les politiques publiques. On a également quelque chose qui paraît une évidence, mais c'est toujours aussi important de se le redire. On a un certain nombre de rubriques et de services qui sont sur le site officiel de la métropole de Lyon, qui s'appelle grandlyon.com, qui sont alimentés directement par la plateforme data. Par exemple, là, on voit un exemple sur les déchetteries. Donc, les déchetteries, les ouvertures des déchetteries sont en open data, évidemment, les localisations. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que la flèche est dans les deux sens, c'est qu'en ouvrant les données, bon, c'est une évidence, mais là aussi, je le rappelle, on vérifie la véracité, l'exactitude, la fiabilité de la donnée et que ce soit les développeurs du site Internet, comme les citoyens, comme tous ceux qui utilisent nos données, on a un retour et on peut potentiellement corriger une petite erreur qu'on verrait sur nos données. Vous savez à quel point c'est compliqué, par exemple, de maintenir des horaires d'ouverture. Eh bien, en ouvrant les données, on a derrière mis en place tout le flux de données. On a un expert données, quelqu'un qui est au sein des métiers, qui est en continu, qui actualise en continu ces données, mais aussi on prend en compte les retours des usages. On travaille aussi avec OpenStreetMap.
Donc, ces contributeurs bénévoles qui co-construisent une cartographie mondiale, eh bien, ces données-là, elles sont précieuses et on échange régulièrement avec les citoyens bénévoles d'OpenStreetMap pour améliorer nos données, mais aussi pour que les données qu'ils utilisent, elles répondent aux attentes qu'ils peuvent formuler. Donc, cette interaction-là, elle est essentielle sur un territoire, de bien travailler avec tous ceux qui font la donnée. Et puis, on a la chance d'avoir un cadre d'usage de l'open data qui, pour nous, est une grande chance. Sur le territoire de la métropole, on a une plateforme de services numériques qui s'appelle Tout de Go. C'est l'expression lyonnaise. Et cette plateforme, elle permet aux citoyens d'accéder à une multitude de services. Et on est parti du postulat qu'à chaque service ouvert, on ouvrait les données. Donc, dernièrement, on a ouvert un service qui permet d'aller vérifier si le loyer que l'on paye pour son appartement, pour sa maison, etc., correspond au cadre qui a été fixé par nos politiques. Et donc, c'est un outil où vous mettez l'adresse de votre logement et donc il y a un calcul en fait des loyers moyens autour de vous. Et évidemment que c'est la petite fenêtre à droite, hein, ces données ont été ouvertes directement et en même temps sur la plateforme data et peuvent être intégrées dans d'autres services automatiquement. Ça peut être intéressant par exemple pour les agences immobilières, pourquoi pas. Donc c'est vraiment une ouverture qui a été faite simultanément. On a un grand nombre de services, comme par exemple quand vous êtes sur le service Tout de Go sur votre téléphone portable, vous pouvez avoir toutes les bibliothèques qui se trouvent autour de vous. Vous avez les horaires de ces bibliothèques, la manière de s'y rendre grâce au calculateur d'itinéraire en e-move, donc qui est donc intégré à la plateforme data. Et en parallèle, vous avez évidemment cette base de données qui est présente sur la plateforme data.grandlyon.com. Je vais un peu accélérer ma présentation pour rester dans les temps qui m'est imparti. Autre usage, et ça c'est plutôt une démarche, on va dire, plutôt en termes de gouvernance, on a repéré sur notre territoire une association qui a constitué une première base de données du bien manger local. Donc cette association a repéré tous les lieux où, notamment pendant la période du confinement, tous les lieux où on pouvait acheter de la production locale, acheter des produits bio, etc. Donc, ce bien manger local, cette première base de données, on l'a trouvée très intéressante et on a décidé de monter un partenariat avec cette association. Et nous, on l'a aidé dans on va dire, une certaine standardisation de sa donnée, dans une valorisation de la donnée grâce à notre laboratoire d'innovation interne qui s'appelle Erasme, qui a dans ses équipes des designers, des développeurs. Et donc, c'est cette action collective qui a permis dorénavant sous Tout de Go, mais également sur un site dédié, d'avoir un outil qui permet d'aller chercher autour de soi des producteurs locaux, des producteurs bio et de pouvoir en fait se fournir en alimentation saine, de qualité sur le territoire. Et ça permet de valoriser tout l'écosystème de l'agriculture locale. Donc c'est une démarche qui est récente et on pense qu'on va poursuivre ce développement avec un vrai projet participatif. Et notamment, on l'a évoqué, un volet crowdsourcing, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui peuvent proposer de nouvelles données, donc de nouveaux lieux pour bien s'alimenter. Et donc, il y a vraiment un phénomène intéressant parce que ça implique vraiment le citoyen dans la constitution de la base de données. Et cette base de données est évidemment sur grandlyon.com, data.grandlyon.com. Elle est ouverte en licence ODBL, donc en open data. Donc, on a vraiment mis tout un vrai cercle vertueux autour de la donnée au travers de ce cas d'usage. Un autre cas d'usage qui a lieu dans le cadre du TUBA, donc c'est un laboratoire d'innovation sur le territoire. C'est un lieu, mais c'est aussi évidemment une équipe qui va animer l'utilisation de la donnée. C'est une équipe avec laquelle on travaille régulièrement parce qu'on crée des événements autour de la donnée et surtout, elle nous permet de rencontrer nos utilisateurs.
Donc là, dernièrement, on a travaillé sur le Dataton déchets. C'est un projet que l'on mène dans ce fameux cadre DEASS, ce projet européen, donc financé en partie par l'Union européenne. Et on a un grand nombre de partenaires, Veolia, Enedis, donc des partenaires de la donnée qu'on a assez, voilà, qu'on a en continu, qui travaillent en continu avec nous. Et dans le cadre de ce dataton, il y a certains usages qui ont émergé. Par exemple, un outil qui va permettre, en prenant une photo ou en scannant un code ou d'un déchet, de savoir où est-ce qu'il faut comment il faut le trier, où est-ce qu'il faut le déposer. Donc ça, voilà, pour l'instant, c'est en voie de développement. On va voir si tout ça aboutit. On a d'autres, notamment, je crois que c'est, alors je ne sais plus quel acteur privé, mais un outil qui permet de mesurer l'impact en matière environnementale d'un déchet. Quel est son impact en matière de CO2, comment on va le trier, des conseils, et puis comment on trouve son point d'accès, d'apport volontaire à proximité de chez soi. Ça, c'est presque essentiel, mais ça n'était pas forcément développé, donc être guidé vers le point de tri le plus proche de chez soi. Enfin, un dernier cas d'usage, et c'est celui qu'on est en train de développer, puisqu'on a pour enjeu cette année de développer un laboratoire qui s'appelle Datagora, un data lab interne, et on identifie des problématiques dans le cadre de nos compétences, hein, et on tente d'y répondre par la donnée. Et Datagora, parmi les premiers cas d'usage que l'on a traités, avec ce laboratoire d'innovation interne qui s'appelle Erasme, c'est la plantabilité du territoire. Où est-ce qu'on peut planter des arbres sur le territoire? Et donc, on a croisé un grand nombre de données, les réseaux souterrains, eau, gaz, électricité, les transports métro, tous les réseaux, on les a matérialisés sur une maquette qui a été créée par l'Université de Lyon. Donc, c'est un partenaire de Datagora, l'Université de Lyon. Il y a un grand nombre de chercheurs et d'étudiants qui sont mobilisés. Je les remercierai jamais assez parce que, d'abord, ils nous ont apporté des financements comme nous, on apporte. Mais au-delà de ça, ça crée une vraie synergie et c'est une vraie réussite. On a donc réussi à identifier les zones où on pouvait planter des arbres sur le territoire, la quantité de mètres carrés qui pouvaient être plantables, si on peut un peu néologisme, en tout cas qui pouvaient être plantés sur le territoire en nombre d'arbres, et donc de calculer le nombre d'arbres qu'on pouvait implanter sur le territoire. On a d'autres cas d'usage qui sont en train d'émerger. Pour l'instant, c'est un laboratoire interne, mais on voit qu'assez rapidement, on a des partenaires qui s'intéressent à ce laboratoire. Et ça va vraiment compléter l'action du TUBA, qui est plus une action de médiation. Là, c'est une médiation plus interne, mais assez rapidement, je pense que tout ça va entrer en synergie. C'est déjà le cas. Pour terminer, trois termes qui nous sont chers, que ce soit à nos politiques, aux agents qui travaillent sur la donnée à la métropole de Lyon, le réseau de référents internes, les équipes de la direction de l'innovation et des systèmes d'information. Trois termes qui commencent par dialogue. On est très attentif à dialoguer avec les citoyens, à les écouter, à créer des événements, à travailler sur la prospective. On travaille beaucoup avec la direction de la prospective et du dialogue public, qui porte bien son nom. Donc, assez régulièrement, on échange et on essaie de créer des événements autour de la donnée pour bien parler de la donnée, pour permettre aux citoyens de développer une vraie appréhension de la donnée. Et donc, toutes ces actions de médiation, je pense qu'on va les accélérer parce que c'est essentiel. On a un autre terme qui nous vient, qui est assez naturel pour nous, qui est la pensée design, parce qu'on a des laboratoires d'innovation interne, parce que l'approche même de l'ouverture de la donnée, ça nécessite ce process de design, c'est-à-dire de s'immerger dans les métiers pour savoir comment la donnée est utilisée, comment on peut bien l'ouvrir. Ça permet de prototyper des usages, de tester que ce soit l'ouverture de la donnée ou l'usage qui est identifié. Donc, cette démarche de design, pour nous, elle est essentielle. Cette pensée design, on l'applique à un grand nombre de démarches d'innovation numérique au travers de la donnée. Et puis, enfin, proximité. Comme vous,
on accompagne les communes dans l'ouverture de la donnée. On a fait une première expérimentation avec une dizaine de communes en 2018. Et puis là, depuis cette année, on a ouvert une vraie offre de services aux communes, ouverte à toutes les communes. Et on a entamé en janvier l'accompagnement de 12 nouvelles communes dans l'ouverture de la donnée. Et comme vous, en fait, c'est une démarche similaire et je pense qu'elle est assez nationale et d'ailleurs également encouragée par Open Data France dans le cadre de Open Data Local, qui est un programme national. Et on est vraiment attentif à être en proximité avec les communes qui ont elles-mêmes des compétences de proximité, donc des données qui vont alimenter des applications à haute valeur pour les citoyens. Et puis, on est aussi très attentif, via ces communes, à être en dialogue direct avec leurs concitoyens, puisque la commune va être un ambassadeur, une ambassadrice de l'open data. Donc, plus on est nombreux à développer l'évidence de l'ouverture de la donnée, de l'accès à la donnée, plus on va avoir des usages et plus on va créer de la valeur sur nos territoires, de l'emploi local, c'est ce que nous on défend, mais aussi des services qui vont servir l'intérêt général et servir aussi le quotidien des citoyens. Donc, plus on est nombreux comme on le fait aujourd'hui, mieux c'est et on apportera de plus en plus de preuves du bien fondé de l'open data au-delà de l'obligation légale. Et je vous remercie. Merci à toi, surtout pour cette présentation très complète et très ambitieuse qui montre que vous avez mené un service territorial de la donnée qui est avec beaucoup de parties prenantes en très peu de temps en plus et sur plein de sujets qui, je le sais et j'en suis sûr, sont très inspirants pour nos territoires. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter lors de prochaines interventions. Je pourrais revenir à un prochain mardi de l'Open Data pour revenir sur des points plus spécifiques. Mais en tout cas, merci beaucoup de cette intervention. Est-ce que, je vois que voilà, notre temps est un peu écoulé, mais étant donné que Nathalie nous vient directement de Lyon, juste pour cette présentation, ce serait bête de passer à côté. Est-ce qu'il y a des questions des personnes dans la salle, un peu pour conclure cet événement là-dessus? Est-ce que certaines personnes souhaitent que Nathalie revienne sur certains points ou échanger sur cette présentation? Très intéressante. Je vais remettre le partage d'écran de temps. Sinon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci encore Nathalie. C'était un plaisir de voir la luminosité de votre territoire, le plaisir de voir le soleil et le plaisir de rencontrer des acteurs aussi engagés que nous. Donc, c'est une chance et plus on échangera sur nos pratiques territoriales, plus on fera évoluer nos façons de mieux ouvrir et de mieux utiliser la donnée. C'est un plaisir de te recevoir en tout cas, et puis je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on pourra avancer ensemble, des sujets où vous êtes déjà très avancés, on pourra s'inspirer de vos pratiques pour continuer à créer des nouveaux usages importants sur différentes données, et notamment dans le cadre d'un service public départemental de la donnée. Alors voilà, le temps est un peu écoulé vis-à-vis de notre événement. Je me permets de conclure très rapidement sur quelques petites choses que je souhaitais vous montrer. On va pas faire un atelier en tant que tel sur la mise en place d'une donnée, son nettoyage pour la mettre proprement sur Aerodata. Ça sera le premier atelier qu'on fera lors des prochaines éditions de l'Open Data, je vous le promets. Néanmoins, pour vous rappeler une petite chose qu'on avait évoquée dans le dernier mardi de l'Open Data, puisque c'est une question qui revient régulièrement des territoires. La question, c'est quelles données je peux mettre sur le portail. Pour vous rappeler en synthèse les données qui sont habituellement mises sur le portail par les territoires, on parle de deux types de données. Les données qu'on appelle à plat, qui sont plutôt les données administratives. En fait, les données à plat, c'est ce qui ne comporte pas de données géographiques, plutôt délibération, subvention, marché public, budget. Encore une fois, sur ces données qui sont non seulement dans toutes les collectivités, mais qui sont en plus dans des formats qui ne sont pas forcément compatibles avec l'open data, nous avons des outils d'aide qui vous permettent d'avoir la tâche facilitée pour les mettre en open data. Et de l'autre côté, nous avons des données géographiques. Enfin, plutôt, vous avez la possibilité de diffuser des données géographiques, par exemple localisation des établissements recevant du public, travaux, défibrillateurs. Et donc pour ça, vous pouvez facilement créer, à l'image de ce qu'ont fait même la commune de Marseillan et la commune de Cazoul-les-Béziers sur le portail,
des petits modules qui vous permettent de créer, à partir de simplement quelques informations que je vais évoquer très en synthèse, le nom du dispositif, l'adresse postale, donc le numéro et le nom de la voie, le code postal, le code INSEE et le nom de la commune. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un point GPS. Et donc ce point GPS dans un jeu de données vous permettra de générer une carte directement. Donc ça, c'est une utilité qui peut être très pratique sur un portail Open Data et qui, je le sais, pour la commune de Marseillan, par exemple, a été très utilisée. Voilà, je me permets de conclure en tout cas sur ce qu'on devait organiser comme atelier, puisque je vois que le temps est largement écoulé. Mais on reviendra la prochaine fois, puisque je sais que c'est une utilité qui peut être très intéressante sur comment créer une donnée géographique, ça on l'avait évoqué dans la précédente édition, mais créer une donnée géographique qui est propre, bien lisible pour les usagers, mais également comment on peut mettre des photos dans ce jeu de données, cette cartographie, histoire que ça fasse une belle cartographie propre que vous pouvez mettre sur votre site internet. Peut-être, Monsieur Bouldard, vous voulez dire un mot avant de partir ou... Oui, d'abord, vous remercier à toutes et tous d'avoir participé à cette nouvelle édition du Mardi de l'Open Data. Remercier particulièrement Madame Vernus qui nous a fait une présentation tout à fait intéressante, révélant des utilisations possibles une fois que la donnée est aboutie de cette donnée même. Effectivement, ce que vous nous avez présenté peut être ressenti par un certain nombre d'élus de nos communes comme étant quelque chose de très urbain. Mais on voyait aussi, par rapport aux exemples que vous donniez, comment cette utilisation urbaine peut être convertie dans une utilisation plus rurale ou très mixte. Et je suppose d'ailleurs que sur le Grand Lyon, avec l'ouverture aux communes que vous avez faite récemment de votre portail, eh bien, cet usage-là doit aussi complètement mixer les territoires. Et ça me paraît, pour nous, département de l'Hérault, avec le partenariat des communes qui sont là, extrêmement important, parce qu'il y a toujours dans notre département forcément des discours qui montrent d'un côté le très urbain avec la métropole, de l'autre le plus rural avec une ambiance beaucoup plus naturelle. Et on se dit de plus en plus, et on voit comment les personnes se déplacent sans plus aucune retenue entre ces deux mondes. La Covid a accéléré un peu ces phénomènes-là. Et la mise en commun des données de ces parties-là de notre territoire peut contribuer à une unité bien meilleure, à une connaissance partagée qui entraînera forcément davantage de respect et davantage de compréhension de ce que les uns et les autres peuvent mettre de leur richesse à disposition de ceux qui n'ont pas celle-là, mais d'autres richesses. Donc ça me paraît extrêmement important. Et donc, je voulais vraiment saluer votre présentation parce qu'elle était très, très forte d'enseignement pour nous. Je voudrais aussi vous rappeler que le département est à votre entière disposition hein, pour vous accompagner dans vos démarches, parce que, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis moi-même pas un technicien de ces questions, et lorsque j'écoutais, même si c'était très clair, Victor nous donner quelques explications, je pensais que, sans aucun doute comme moi, bien d'autres auraient envie de lui poser des questions sur ce qu'il venait juste de dire sur le plan technique. Alors n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Ça fait partie du service que le département, dans le cadre de solidarité territoriale, doit aux communes, et en tout cas a décidé de mettre en place pour les communes, parce que nous concevons aussi que avec les solidarités territoriales que nous mettons en œuvre, dont celle-ci du partage de la donnée, nous allons vers une harmonisation de nos territoires et une égalité des citoyennes et des citoyens et une qualité de vie sur nos territoires. Donc voilà, sinon, ben, merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Merci encore à vous de votre participation aujourd'hui, des échanges qui ont été très nourris et de vos témoignages qui étaient inspirants et qui posaient les bonnes questions. Moi, je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour une prochaine édition des Mardis de l'Open Data. Et comme l'a souligné M. Bouldard, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres questions concernant l'Open Data, sur l'accompagnement du département, même plus généralement sur quelle mise en place de l'Open Data pour votre territoire. Voilà, je suis là pour ça. En tout cas, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain Mardi de l'Open Data.